Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 3 de L'Appel du Devoir, l'émission où j'essaie de faire un petit peu descendre cette pile à lire, cette palle qui s'agrandit mois après mois, hein. Malheureusement, comme beaucoup de grands passionnés de comics et de grands collectionneurs, je crains d'acheter beaucoup plus rapidement que je ne lis. Mais bon, on essaie d'attraper son retard tant bien que mal. Lors de cette émission, nous allons vous parler pas mal de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, et un petit peu ses suites, c'est-à-dire The Last Ronin Lost Years et The Last Ronin 2 Re-Evolution. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Donc un petit peu le Roninverse, ou le Last Roninverse, installé un petit peu par Tom Waltz et Kevin Eastman, on y reviendra un petit peu plus tard. Et on parlera également des 4 premiers tomes en Perfect Edition de Full Metal Alchemist, FMA pour les intimes. Donc une petite découverte suite à un petit live lors des matinales du mois d'août sur la chaîne du Néophyte avec l'ami Foxito-san. On avait fait une petite tier list manga en 2 parties, où on s'est franchement régalé. Et du coup, on s'est un petit peu donné envie un petit peu de replonger et d'acheter quelques mangas. Donc j'ai fait une petite salve d'occasion dont je vous ai parlé notamment lors de ma dernière vidéo achat du mois d'août. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on finira par Peleliu, le premier tome de Peleliu, également un autre manga dont je vous parlerai tout à l'heure. Petit spoiler, c'est une énorme claque et peut-être un énorme coup de cœur de l'année. Donc on commence tout simplement un petit peu par les comics, par TMNT de l'Astronin. Là je vous présente évidemment la version VO de luxe. Donc évidemment c'est sorti chez iComics, mais vous, si vous voulez, vous avez à peu près le même prix en VO, sauf que vous avez un format de luxe, alors qu'il me semble que chez iComics de l'Astronin c'est en format standard. Donc vous avez cette couverture franchement assez intéressante. Donc vous avez au scénario Kevin Eastman, Peter Laird et Tom Waltz. Enfin ça c'est plutôt l'histoire un petit peu originale, parce qu'ils ont inclus Peter Laird, sauf que vraiment au scénar c'est plutôt Kevin Eastman et Tom Waltz. Un petit peu le duo à qui on devait la reprise des Tortues Ninja tout simplement, qui est édité en ce moment en intégrale chez iComics, d'ailleurs les intégrales que vous voyez ici. Moi j'en suis très friand, je les adore, donc j'en ai lu 3, la 4 est sur ma palle, voilà. Donc encore une fois, une palle du devoir, donc je vous en parlerai peut-être dans une future émission. Au dessin, on a les frères Esao et Isaac Escorza. On a du Ben Bishop ou du Kevin Eastman, selon les situations. Et à la colorisation, on a de Luis Antonio Delgado. Donc voilà, on a franchement quelque chose que je trouvais très intéressant. Au niveau du pitch, on me l'avait bien vendu comme un petit peu le DKR, le Dark Knight Returns des Tortues Ninja. Donc on a une tortue rescapée un petit peu d'une situation terrible, en fait. On est 17 ans un petit peu dans l'avenir, et il s'est passé quelque chose d'affreux, d'horrible. Toutes les tortues ont été anéanties, sauf une, et ainsi que le maître Splinter, enfin tous les alliés un petit peu un petit peu de la troupe qu'on connaissait habituellement ont été anéantis un petit peu par le clan Foot et ses descendants et ses héritiers. Donc vous connaissez forcément euh, Oroku, Oroku Saki, forcément, Shredder. Après vous avez Oroku Karai, sa fille, et puis après un petit peu d'autres descendants. Donc là je vous montre quelques planches, c'est franchement très chouette. On est vraiment dans une espèce de New York post-apocalyptique, un petit peu. Il y a un côté presque cyberpunk, un peu. Et donc on voit cette torture escapée, donc je vais pas vous dévoiler l'identité, on le sait très vite. À la fin du premier chapitre, même si c'est des chapitres très longs, de 40 pages environ, on apprend tout de suite l'identité de cette tortue. Et on va voir un petit peu tout son périple de vengeance, avec forcément, c'est très compliqué pour cette tortue, puisqu'il a un petit peu le spectre hallucinogène de ses compagnons d'armes, de ses anciens frères qui le suivent, et qui lui donnent des conseils, donc c'est quelque chose dont il a beaucoup de mal à se débarrasser, une sorte de PTSD. Comme vous pouvez le voir, on a une sorte de Blade Runner, un petit peu toujours pareil, de l'avenir un petit peu fantasmé de voitures volantes et de tout ce genre de choses. Donc vraiment, c'est plutôt haletant. C'est franchement très bien raconté. L'action, elle est... On s'ennuie pas une seconde, vraiment. C'est plutôt un page-turner. Donc on va voir cette torture escapée qui va essayer d'aller directement à... C'est un petit peu seul contre tous par rapport à cette vengeance, donc au tout dernier héritier du clan Oroku. Et ça, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement, on va voir que cette tortue-là va pouvoir peut-être retrouver en fait refuge et vraiment, comment dire, il va y avoir une réunion avec d'anciens compagnons d'armes qui fait plutôt plaisir à voir. C'était quelque chose d'assez émouvant et on a vraiment quelque chose de... Il y a eu pas mal de bouleversements pendant ces 16 ans d'absence parce que la tortue rescapée a eu 16 ans d'errement.
Donc ça nous expliquait un petit peu dans les grandes lignes les différentes phases et les différentes difficultés que cette tortue a pu rencontrer, les doutes, le côté un petit peu complètement bouleversé et sonné par ce qui venait de se passer. Et en même temps, on va voir un petit peu ce récit à travers le journal de Splinter. Et on a vraiment quelque chose d'assez touchant par rapport aux personnes qu'il va rencontrer, avec qui il va renouer quelques liens. Lui, qui était l'élève de son maître Splinter, va peut-être être le sensei de quelqu'un d'autre. Donc non, franchement, c'est très efficace. On a un changement de dessinateur quand on a les flashbacks pour nous raconter un petit peu ce drame et ce massacre qui s'est perpétré et qui a provoqué un petit peu cette quête de vengeance de cette tortue rescapée. Donc j'ai trouvé ce récit franchement très efficace. C'est pas renversant, mais ça fonctionne bien. C'est un très bon actionneur. Et avec voilà, des moments très beaux, très chouettes entre les différents personnages, même si je trouve que franchement, la confrontation finale est plutôt expédiée. Ça m'a un petit peu déçu. Mais vraiment, la fin, je la trouve très chouette. Et elle est vraiment, c'est une sorte de prémisse. C'est un petit peu une sorte de prémisse, si vous voulez, à ce qui va suivre. Justement, on a un petit peu le cycle. La boucle est bouclée en quelque sorte. On a le cycle de la vie. On a ce côté, voilà, continuité perpétuelle en même temps avec le changement que cela impose. Donc on a, voilà, ça aussi entre tradition et modernité pour continuer à faire vivre une idée, à faire vivre quelque chose. Ça, je trouvais que c'était une très 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 bonne idée. Pour moi, c'est un récit qui suffisait à lui-même assez aisément. Et c'est peut-être un petit peu mon premier chagrin, puisque au moment d'aborder, on va dire sa suite de Lost Ronin Lost Years, qui est sortie il n'y a pas très longtemps en VF, toujours chez iComics. Donc là, je vous présente toujours la version de luxe VO chez IDW. Donc pareil, grand format. Donc c'est toujours scénarisé par Kevin Eastman et Tom Waltz. Là, vous avez deux un petit peu équipes créatives pour les dessins. Vous avez les Then et les Now. Donc Then c'est à l'époque et Now c'est maintenant. Donc vous avez du S.L. Gallant au dessin et du Maria Keane à l'ancrage. Et sinon, au dessin à l'ancrage, vous avez du Ben Bishop pour les moments de maintenant, un petit peu qu'on va suivre. Et Ben Bishop que vous connaissez sans doute, notamment sur Drawing Blood, scénarisé par Kevin Eastman et David Avalon. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que dans ce récit, il est question à un moment du commandant Avalon. Donc il y a pas mal de name dropping comme ça où on sent que Kevin Eastman, Tom Waltz ont envie de donner des noms de personnes qu'ils apprécient en fait à certains de leurs personnages. Vous avez notamment le reporter Amanda Connor. Vous avez le maire Pan Miotti. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose dans le nom du comic, c'est normal. Et donc je vous disais un petit peu une des choses qui m'a chagriné déjà dans ce recueil, enfin dans ce volume, c'est qu'on va nous raconter les Lost Years. Vous savez, des fois on nous parle un petit peu des Lost Chapters, c'est-à-dire que les chapitres qui pourraient se lire et mieux se comprendre entre différents épisodes que vous avez lus. Là c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que vous avez un petit peu ces 16 ans en fait durant lesquels il y a eu l'errement, cette ellipse temporelle de 16 années que vous avez eu dans l'Astronine, là elle va vous être racontée dans les moindres détails. Donc en même temps, il y a des choses qui sont vraiment très chouettes, très intéressantes, mais moi je vous cache pas que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le récit parce qu'au début ça m'ennuyait. J'avais du mal à comprendre l'intérêt de ce récit. Parce que je me disais, bon, on a déjà raconté l'Astronine, qui est un récit franchement efficace, avec une fin qui n'appelait pas forcément de suite, que je trouvais vraiment parfaite, de mon point de vue. Et pourquoi pas, on veut nous raconter ce qui s'est passé lors de cette ellipse temporelle, mais on sait déjà un petit peu l'aboutissement de cette quête, donc je trouve que ça fonctionne pas très bien. Parce que c'est quand même un tome sur l'héritage et les transmissions. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un tome réussi. C'est-à-dire que toutes les parties là, dessinées par Ben Bishop, c'est-à-dire un petit peu le présent, donc forcément un petit peu ce renouvellement, donc je vous le disais, ces conséquences de cet héritage, de ces transmissions qu'on peut avoir à travers la mamie, sa fille, et ces nouveaux animaux de compagnie dont on veut faire des ninjas, si vous avez compris ce que je veux dire. Et justement, un petit peu cette nouvelle équipe, elle est délicieuse, parce que c'est très malin d'avoir pris le soin de pas refaire exactement Raphaël, Michelangelo, Donatello et Leonardo. On fait quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai trouvé plutôt intelligent. Donc on a toujours des phases un petit peu flashback avec le journal de Splinter dessiné par Kevin Eastman. Et ensuite on oscille pas mal avec le récit pendant cette ellipse temporelle de 16 ans pour la torture escapée.
chaque fois, hein, je me retiens de ne pas dire son nom, parce que c'est important, si vous ne l'avez pas lu, c'est quand même un des plaisirs de découvrir l'identité de la tortue. Et en même temps, voilà, avec les moments présents, que je trouve vraiment, moi, beaucoup plus réussis, mais qui tardent à arriver. C'est-à-dire qu'au départ, on a 4-5 pages, par-ci, par-là, des moments présents, mais surtout des moments de flashback. Et ces moments de flashback, moi, ils m'ont quand même, pour la plupart, ennuyé. À l'exception de deux moments. Un moment où la tortue perd un de ses sens. Je trouvais que c'était assez génial. Et il y a un moment assez cruel qui fait énormément penser un petit peu à une espèce de malédiction de quelqu'un qui n'a pas le droit d'être heureux, à la Torgal ou à la Martin Rix dans L'Arme Fatale, si vous avez la ref. Il y a vraiment des choses que j'ai trouvé, des scènes que j'ai trouvées assez bouleversantes, assez poignantes et très 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 bien mises en scène. Il y a aussi un autre moment où il y a voilà, un duel dans une cage, un duel fratricide dans une cage que j'ai trouvé, voilà, c'est ça, super efficace, qui fonctionnait très bien. C'est vraiment les deux moments que j'ai trouvé qui étaient très bons en fait dans ce qu'on nous a raconté pendant ces 16 ans. Et sinon, c'est vraiment le récit, ce récit-là des transmissions et de cet héritage qui m'a vraiment passionné, que j'ai trouvé très intéressant. Même si globalement, on a vraiment l'impression que c'est un tome qui aurait pu faire 100 pages de moins, quoi. Et c'est mon léger, voilà, mon léger chagrin. Même si au global, j'ai pas boudé mon plaisir, en fait. Plus ça allait, plus j'appréciais ma lecture, parce que dans la seconde partie du tome, on a beaucoup plus de now que de then, donc beaucoup plus de narration de ce qui se passe maintenant, plutôt qu'à l'époque, pendant justement cette ellipse temporelle. Et du coup, ça m'a beaucoup plus convaincu. Et ce tome se termine, là c'est véritablement une ouverture qui appelle une suite, et une suite évidente, qui est sortie aux États-Unis, dont 2 numéros sont sortis. Je me suis procuré et je les ai lus. C'est The Last Ronin 2 Re-Evolution, voilà, qui est sorti chez IDW, donc pareil. Donc ça, c'est des single issues, mais comme vous pouvez le voir, c'est exactement de la même taille que les autres. Hein. Donc c'est assez rare, des single issues de luxe. Donc je vous cache pas que arranger dans les plastiques et les cartons, c'est pas évident. Du coup, j'utilise les mêmes plastiques que j'utilise pour les Black Label, vous savez, ces grands formats carrés. Donc, on a toujours du Tom Waltz et du Kevin Eastman au scénario, ça change pas. Hein. L'Astronin, c'est un petit peu leur bébé aussi, puis de toute façon, la relance des Tortues. Même si là, on a vu que c'est Jason Aaron depuis le relaunch / reboot, point d'interrogation, dont on parle notamment dans D'encre et de bulles sur la chaîne de Manphobia. Allez jeter un œil si c'est pas le cas et abonnez-vous, ça vaut le coup. Au dessin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les frères Escorza, Esao et Isaac, qui font les pages 1 à 11 et 18 à 40, parce que c'est une issue de 40 pages, hein, donc c'est assez important ce que je disais. Et on a Ben Bishop pendant 6 pages, les pages 12 à 17. Et si vous voulez, c'est un petit peu les séances, pas flashback, mais le récit dans le récit. Donc voilà, ça c'est les frères Scorza. Donc voilà, on a toujours du Casey Jones et les tortues, mais pas forcément celle que vous croyez. Et c'est ce qui franchement fonctionne très bien, c'est ce que je vous racontais un petit peu tout le long de Lost Years avec un petit peu ces différentes transmissions, les différentes valeurs qu'on peut transmettre et le côté d'unité dans l'équipe, avec un objectif commun et puis le fait ces notions de solidarité, voilà, on se serre les coudes, on est ensemble et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc voilà, on suit un petit peu justement alors Casey Jones et ses tortues. Et à un moment, voilà, les pages de Ben Bishop, voilà, pour ceux qui trouvent qui sont pas forcément convaincus parce qu'il peut faire dans Drawing Blood, franchement, il a du talent, cet artiste. Et là, moi, je trouve que c'est très efficace, cette double page, notamment pour nous raconter un petit peu l'histoire des Tortues Ninja que vous connaissez de manière plus classique. Et là, on a vraiment une espèce de renouveau avec la mamie qui est un des personnages essentiels dans le lore de Tortues Ninja, qui est très importante, qui est un petit peu la maman de tout le monde. Et on a vraiment... je trouve quelque chose de très efficace pour le coup. Là, j'ai lu 2 épisodes, le 3e sort début octobre, je crois. Donc 2 épisodes de 40 pages, je pense qu'il y en aura 5, je crois que c'est à chaque fois le cas, c'est environ au final des recueils de 200 pages. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. C'est assez énergique, c'est dynamique, on s'attache très vite aux nouveaux personnages, ils ont chacun une vraie identité. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du design, je pense que le parti pris est vraiment très malin. Les scènes d'action sont efficaces. Non, vraiment, c'est un énorme plaisir que ce Last Ronin 2. C'est une très bonne surprise, surtout quand j'étais plutôt mitigé par les lectures de Lost Years, pour les différentes raisons que je vous avais évoquées précédemment. Et non, franchement, c'est efficace. Hein. J'ai trouvé ça très bon. Donc voilà, je vous montre quelques planches cette fois du numéro 2. Donc voilà, le numéro 1 terminé avec un cliffhanger assez intéressant pour nous montrer un petit peu
bah, la condition d'une des quatre tortues un petit peu inquiétante. On se faisait du mouron parce que elle avait un comportement assez étonnant lors des phases de combat. Donc c'est quelque chose qui va être un peu plus exploré ici. On a un numéro beaucoup plus dans les conséquences de numéro 1 et beaucoup moins axé sur l'action. Même si on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place. Notamment bah, une guerre de gangs, enfin en tout cas entre différents clans mafieux qui vont s'affronter. Eux font partie de la résistance forcément. Parce que même si le dernier membre du clan Roku a été vaincu, on est dans une espèce d'anarchie où justement c'est un petit peu la guerre des gangs entre les dragons pourpres, les différents clans de mafieux, etc. Ben voilà, Casey et les Tortues Ninja veulent essayer un petit peu d'apporter leur pierre à l'édifice en tant que vigilante, mais évidemment la police ne voit pas ça d'un bon oeil. Bon, c'est des thématiques que vous avez déjà maintes et maintes fois lues et relues dans différents comics, que ce soit les Big Two ou les indés. Mais franchement, on boude pas notre plaisir, c'est super efficace. Encore une fois, un très bon cliffhanger, parce qu'on voit bien que là, les tortues, elles ont quand même des compétences assez étonnantes en plus, que n'avaient pas forcément les tortues originelles, j'ai envie de dire. Donc vraiment, ce Last Ronin 2, pour moi, ça commence bien. J'ai hâte de voir où ça va. Il y a un petit peu du classique. On reprend un petit peu une recette qui fonctionne en la modernisant, en la perfectionnant. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc vivement la suite, je crois, le 2 octobre, si je dis pas de bêtises, pour le numéro 3. Voilà pour le Roninverse. C'était un petit peu long. C'était le gros morceau un petit peu de cette palle du devoir numéro 3. On enchaîne maintenant avec la partie manga. Bah là, je me suis fait plaisir parce que je me suis offert donc cette occasion les 4 premiers tomes de Full Metal Alchemist en perfect. On apprécie évidemment cette édition, parce que déjà, des wrap-around, on adore ça. Et puis vraiment, on a un papier glacé et un noir et blanc somptueux, d'une beauté sans pareil. Donc moi j'étais ravi déjà quand je voyais ces éditions-là. Je crois qu'on a même quelques petites pages couleurs au départ, oui c'est ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alphonse et Édouard, les deux frères alchimistes. Bah, surtout lui qui est alchimiste d'État. Alors on va vous expliquer un petit peu tout ça ce que ça veut dire. Le principe d'équivalence, vraiment. Le principe d'échange par équivalence, c'est très important, évidemment. Alors ils ont vécu un drame, ces deux frangins. Ils ont vécu un drame. Leur père s'est barré très tôt. La mère a eu du mal à survivre. Bah, elle n'a pas eu du mal, elle n'a pas réussi à survivre justement à ce départ. Malheureusement, elle a sombré à cause d'une maladie quelques temps plus tard. Ces deux frangins ont eu du mal à... Pareil, il faut que j'arrête de dire ont eu du mal, n'ont pas pu accepter non plus cette perte. Et à travers leur connaissance en alchimie, parce que effectivement leur père était aussi... je ne sais plus s'il était alchimiste d'État ou c'était un... où il avait beaucoup d'ouvrages en tout cas d'alchimie, de magie ou de choses comme ça. Ils ont voulu tout simplement faire revenir leur mère à la vie. Sauf que c'est très dangereux et c'est quelque chose de tout simplement interdit par l'alchimie. Le principe d'équivalence, on le rappelle. Et ça, c'est très très bien expliqué. Et en se faisant, forcément, ils vont être défigurés, quoi. Voilà, tout simplement. Il y en a un qui perd un bras, une jambe. L'autre qui n'a plus de corps. Mais son frère a réussi à transposer son âme dans une espèce de grande armure. Donc c'est vraiment un manga que je trouve... en fait, c'est à la fois hyper accessible et hyper mature. Les thématiques abordées sont hyper intelligentes. On a notamment, dans le premier tome, un moment avec une chimère. Wow, c'est super émouvant, c'est bouleversant. C'est génial. Les dialogues sont croustillants. Il y a aussi beaucoup de moments d'humour. Bah voilà, tiens. Le commandant Armstrong, il est absolument extraordinaire. Cette espèce de brute épaisse au cœur tendre. Il est génial, ce personnage, franchement. Donc, non, vraiment, c'est un manga que j'ai dévoré. Voilà. Les 4 tomes, je les ai lus en une dizaine de jours. C'est passionnant, on voit voilà, l'un des deux qui est vraiment, quand la marque, qu'on le taille sur sa taille, qu'on le taille sur sa taille, oui, qu'on le charrie sur justement sa petite taille. Et c'est pourtant le plus jeune alchimiste d'État d'histoire. Alors on va voir aussi un petit peu l'organisation des différents alchimistes d'État, qu'ils œuvrent pas tous forcément pour le bien commun, on va voir ça aussi. On va voir aussi qu'il y a une organisation criminelle, ou en tout cas une organisation ennemie, à base des 7 péchés capitaux, qui a l'air quand même assez menaçante. On a rencontré pour l'instant, moi, à mon stade, Gluttony, Envy et Lust, je crois. Je crois, donc la gourmandise, la luxure et l'envie. Donc vraiment, c'est un manga que je trouve génial.
Le volume 3, bah, alors là, le volume 3 m'a mis une de ces claques. Parce que le volume 3, forcément, il y a aussi plusieurs lieutenants-colonels qui enquêtent un petit peu sur deux, trois trucs louches. Et on va voir que dès qu'on commence à s'approcher de la vérité, ben, l'organisation des, on va dire, des 7 péchés capitaux, elle est là. Il y a aussi le personnage de, je crois que c'est Winru, qui est génial, qui est un petit peu la passionnée d'automail. Les automails, c'est un petit peu justement les prothèses métalliques pour remplacer les membres perdus. Et elle, c'est un petit peu la mécanicienne, voilà, la mécanicienne de l'équipe, quoi. Donc ils vont faire un petit peu un petit road trip ensemble. Ça, c'est aussi génial. Donc vraiment, cette bonne alchimie entre maturité, intrigue, à la fois très accessible et superbe, quoi, et très très belle. Cet humour bien dosé, cette émotion magnifique, cette intrigue par à coup, par touche. Ah non, c'est un manga d'une réussite totale. Et du coup, là, dans le volume 4, on a commencé un. Donc en gros, c'est Alphonse et Edouard qui retrouvent leur maître parce qu'ils veulent faire des progrès, etc. Enfin, ils sentent qu'ils sont pas de taille parce qu'ils sont quand même pris une sacrée rouste, hein, je vous dis, contre les différents membres de donc justement cette organisation ennemie. Et donc, en voyant leur maître, et tout simplement, on commence un grand flashback qui va nous raconter un petit peu comment Edouard et Alphonse et Edouard sont arrivés, les frères Elric, sont arrivés à, voilà, un petit peu cette destinée-là, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, un manga qui est génial. C'est un classique hein, qui m'avait complètement échappé. Je crois que c'est un manga qui date du début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Je dirais environ 2002-2003 pour le début de l'apparition de ce manga, et c'est vraiment super. Je sais qu'il y avait eu un animé, mais j'avais pas fait attention à ça, j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là. J'étais en plein dans mes études à l'étranger, donc... mais vraiment, waouh, super. Donc merci encore Foxito de m'avoir fait découvrir ça. Alors je sais que c'est pas forcément la pépite cachée, c'est pas quelque chose de très original, c'est un classique, mais ce classique, il m'avait pas encore fait de l'œil, je sais pas pourquoi, et merci, je suis très content d'avoir participé à cette émission, ne serait-ce que pour ça. Je crois que ce sera en 18 ou 19 tomes, je sais plus exactement, mais il est évident que je vais aller au bout, je pense même que je vais essayer de me procurer un, deux ou trois tomes par-ci par-là. Mais vraiment, Fullmetal Alchemist, trop content, je trouve ça génial et assez brillant. Je termine par, encore une fois, là c'est peut-être une de mes claques de l'année, tout simplement, c'est Peleliu. Donc Peleliu, Guernica of Paradise de Kazuyoshi Takeda, avec le concours de Monsieur Masao Hiratsuka, parce que ça on nous le dit bien. On a quand même quelqu'un qui fait partie du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique, parce que c'est ça que ça va nous raconter, Peleliu en fait. Donc si vous voulez, on nous raconte un petit peu, c'est un petit îlot situé au sud des îles Palaos, en fait, si vous voulez. Et donc c'est un tout petit îlot qui s'appelle Peleliu, et c'est là où se trouvent un petit peu nos soldats japonais. On va suivre ces soldats japonais-là. Et alors déjà, le manga, il est magnifique. Moi, je trouve que tant au niveau des décors, vraiment qui sont superbes, et qui nous font très bien nous rendre compte, en fait, de cette espèce d'île paradisiaque dans laquelle vont évoluer nos protagonistes, nos soldats. Et vraiment, cette manière de dessiner, un petit peu chibi, toute mignonne, toute naïve, hein, ce décalage qu'il y a entre ça et les horreurs qui nous sont racontées, sont sacrément efficaces. On a presque, comme du Osamu Tezuka, presque dans la narration. On a cette efficacité-là. C'est vraiment brillant à la lecture. On a aussi des effets de mise en scène qui sont fous. Voilà, donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a des bombardements qui arrivent, parce que c'est ça le problème. C'est qu'il y a des bombardements d'avions américains qui arrivent de temps à autre, donc ils doivent se réfugier dans une grotte, forcément, pour être à l'abri des obus. Et si vous voulez, hein, je crois que c'est le premier chapitre qui commence comme ça, on a quelque chose d'assez tragique. Ça va commencer avec... je sais même plus comment s'appelle le protagoniste, je vais vous retrouver ça. Hop, mais en gros, c'est lui qui est avec un de ses amis. Donc il y a Koyama, et le protagoniste s'appelle Tamaru. Voilà, c'est ça, excusez-moi pour ce petit temps. Et donc on a Tamaru qui lui, finalement, est un fan de dessin. Son rêve un petit peu inavoué, c'est d'être mangaka. Il adore dessiner tout ce qu'il voit, tout ce qu'il croise, y compris les scènes vraiment paradoxales entre ce ciel bleu magnifique, ces palmiers, ces cocotiers, cette plage à perte de vue et cet océan, et à côté de ça, ces cadavres, ces débris. Vraiment cette espèce de grand paradoxe-là. Et il y a un moment qui est magnifique, c'est-à-dire qu'ils souffrent énormément de la chaleur avec leurs équipements, leurs casques.
Il y a beaucoup d'averses où ils se trouvent. Et du coup, comme on peut le voir ici, ben, ils en profitent pour se dévêtir, pour profiter du rafraîchissement de cette pluie. Et là, il y a un drame qui se produit terrible. C'est-à-dire que Koyama, donc celui qui était avec Tamaru, glisse. Parce que, ah oui, à ce moment-là, il y a un bombardement, forcément, pendant qu'ils sont en train de se rafraîchir à Walou. Et là, très vite, ils doivent se réfugier dans la grotte. Sauf que, en se ressapant très rapidement, Koyama glisse, se cogne la tête contre un rocher et meurt sur le coup, quoi. Vraiment, la mort très conne, quoi, malheureusement. Je dis pas qu'il y a de mort intelligente, mais c'est, voilà, la mort évitable, hein. Et on a quelque chose que je trouve dès lors absolument brillant, mais vraiment brillant, ça m'a retourné. C'est-à-dire que Tamaru est convoqué par un petit peu le lieutenant-colonel, et on lui explique qu'il va être attaché au mérite, enfin, il va avoir une mission, et c'est un travail très important. Il va devoir envoyer une lettre à la famille, et vu que lui, en plus, il a des talents de dessinateur, il va falloir un petit peu qu'il raconte un petit peu les circonstances de la mort du soldat que la famille a perdu. Et il y a un petit peu un côté, il faut retrouver le soldat Ryan, si vous voulez, de Spielberg. Et là, du coup, Tamaru, forcément, il rend ça épique, c'est-à-dire que il romance énormément, il va pas raconter qu'il a glissé comme une merde et qu'il s'est cogné la tête contre un rocher le sgeg galère, c'est pas super honorable comme mort. Donc il raconte quoi? Il raconte qu'il a réussi à descendre un ou deux avions à lui tout seul avec une mitrailleuse avant de succomber à ses blessures, etc. Enfin, c'est génial, hein, c'est vraiment brillant. Sauf que ce qui est aussi excellent et ce qui nous fait beaucoup poser de questions, c'est que Koyama, lors d'une confidence à Tamaru, lui dit qu'il voulait mourir de manière aussi honorable que son père, parce que son père, pareil, lors d'un ultime barreau d'honneur, avait fait des actes héroïques avant de succomber à ses blessures. Pareil, on ne sait pas à quel point c'est vrai, parce que on comprend qu'en fait, on envoie des lettres romancées et exagérées, et héroïques et épiques à toutes les familles pour essayer d'adoucir cette nouvelle terrible. Donc on a un petit peu à la fois cette absurdité de la guerre avec cette poésie, avec ces paysages magnifiques, cette naïveté de ce personnage mangaka et de ses correspondances avec sa mère, parce qu'on le voit tout le long du manga qui écrit à sa mère. Là, on a des doubles pages comme ça, à glacer le sang. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est une de mes claques de l'année. En plus, on nous explique bien un petit peu tout ça. C'est très documenté. C'est vraiment sur les guerres du Pacifique en 1944. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, évidemment, entre le Japon et les États-Unis. Et ça va être toute une bataille stratégique parce que l'île de Pelelius se situe à côté d'un aéroport. Et l'aéroport qui est une principale source de ravitaillement. Donc en gros, quiconque s'empare de l'aéroport gagnera la guerre. En gros, c'est ça. Donc voilà, vraiment, c'est un manga. Alors j'ai lu que le premier tome. Là, pour être honnête avec vous, j'ai même commencé le deuxième. Oh là 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 là, mais quelle claque. La fin du premier tome, il se passe des choses incroyables. Je crois que ce sera... je crois que c'est en 13 tomes, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous avez l'info. Si vous avez l'info. Ça m'intéresse énormément. Parce que, voilà, c'est tout simplement une de mes claques de l'année. C'est fou. C'est incroyable. C'est à la fois cruel, terrible, hein, et très touchant. C'est à la fois magnifique et absurde. Parce que lui, forcément, Tamaru, en tant qu'attaché au mérite, hein, il se pose des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de mentir aux familles? Est-ce que c'est bien de romancer? Est-ce qu'on ne crée pas des futures vocations, finalement, ou des futurs traumatismes? Tout ça est magnifiquement raconté dans ce manga. Donc vraiment, c'est pareil, je vais clairement aller sur la suite et je vais dévorer ça, puisque c'est une découverte magnifique. Que je recommanderais à tout le monde, même si les récits de guerre, c'est pas forcément votre truc. Ça vous raconte aussi, voilà, parfois, l'absurdité de la vie, et elle est très touchante et très émouvante quand il s'agit de certaines décisions qu'on doit prendre ou certaines choses qu'on doit raconter. Il y a beaucoup de choses autour du récit aussi. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était un manga très touchant. Donc voilà pour cette palle du devoir numéro 3 qui était quand même assez costaud. Donc en gros, de l'Astronine, un récit que je trouvais vraiment très agréable, un bon actionneur très efficace, assez classique dans les ficelles, entre Dark Knight Returns et Old Man Logan en quelque sorte. Voilà, un récit de vengeance avec de la transmission, et c'était très beau. L'Astronine Lost Years, très mitigé. Voilà, tout ce qu'on nous raconte pendant cette ellipse temporelle des 16 ans, pour moi très dispensable. À part un ou deux moments que j'ai trouvé très beaux quand même, faut pas abuser. Mais sur 130, 140 pages, ça faisait léger, très léger.
Et tout le moment, par contre, voilà, transmission héritage avec un petit peu les nouvelles tortues, un petit peu ce qu'ils ont hérité de la tortue rescapée, quoi, la dernière Ronin. C'était vraiment très chouette, par contre, cette partie-là. Et puis, Last Ronin 2 Re-Evolution, franchement, ça part très bien, ces 2 premiers numéros. Full Metal Alchemist, magnifique chef-d'œuvre, on ira jusqu'au bout. Et puis Peleliu, ouah, quelle claque. Voilà pour le résumé. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Merci de lâcher un petit like, de vous abonner ou de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de la Palle du Devoir ou d'Issue de Secours, ou à très bientôt encore pour vous retrouver dans d'encre de bulles sur l'émission de Mindphobia. Moi je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. À très bientôt. Salut, ciao.